Bon, le Moyen-Orient est sous haute tension. On a des infrastructures énergétiques majeures qui sont directement affectées et toute la logique économique voudrait que les marchés de l'énergie cèdent un peu à la panique. Ouais, c'est ce qui se passe généralement. Bah oui, parce que d'habitude, l'incertitude géopolitique, c'est vraiment l'ennemi juré de la stabilité financière. En gros, ça fait fuir les capitaux, ça fait plonger toutes les prévisions. Et pourtant, en plein milieu de cette tempête, un géant mondial de l'énergie, Total Energies, vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2026. Et les chiffres sont, disons, assez frappants. Complètement. Non seulement leur production globale a bondi de 4%, mais en plus leur action s'envole et les analystes conseillent d'acheter massivement le titre. En fait, c'est complètement contre-intuitif. C'est le grand paradoxe du marché actuel, en effet. On a toujours tendance à penser que l'instabilité détruit systématiquement de la valeur. Ce qui semble logique, quoi. Bah oui, logique sur le papier, mais dans le cas de cette note de synthèse financière sur Total Energies qu'on analyse aujourd'hui, on s'aperçoit que la volatilité et le chaos géopolitique n'agissent pas du tout comme des freins. D'accord. Ils agissent presque comme des accélérateurs, en fait. C'est une mécanique industrielle qui a été spécifiquement calibrée pour absorber ce genre de choc. Bon, décortiquons tout ça, parce que le but de notre exploration d'aujourd'hui, pour quiconque s'intéresse à l'économie, c'est de comprendre cette résilience qui défie un peu la gravité. C'est exactement ça. On a sous les yeux un bilan trimestriel qui affiche un calme absolu, une rentabilité qualifiée d'excellente, zéro mauvaise surprise. Donc, ma première question, c'est comment une multinationale de cette taille, qui est exposée aux quatre coins du globe, parvient à transformer une crise mondiale en une opportunité de croissance aussi nette? Pour comprendre ça, il faut vraiment regarder au-delà des simples chiffres comptables. Ok, c'est-à-dire? Eh bien, ce qu'on lit dans ce rapport du premier trimestre 2026, c'est l'exécution d'une stratégie de portefeuille à très long terme. La rentabilité exceptionnelle qu'on observe là, maintenant, c'est l'aboutissement d'une ingénierie géographique et financière qui est très complexe. Alors, commençons par la base physique de cette industrie, les barils, parce que les chiffres sont massifs. Oui, très massif. On parle d'une production qui atteint plus de 2,5 millions, 2,553 millions exactement de barils équivalents pétrole par jour. Et surtout, c'est une hausse de 4% par rapport à la même période l'an dernier. Ce qui est énorme à cette échelle. Voilà. Sachant que le Moyen-Orient traverse une crise majeure, que des infrastructures là-bas ont été perturbées, comment on réussit à sortir 4% de barils supplémentaires au niveau mondial? C'est la bonne question. Oui, parce que l'industrie lourde, c'est pas du code informatique, quoi. On peut pas juste appuyer sur un bouton sur un clavier pour dire bon, ça chauffe au Moyen-Orient, compenser en allumant les puits au Brésil. Non, clairement pas. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre la notion d'inertie et d'anticipation dans le secteur de l'extraction. Ok. Dans cette industrie, maintenir une production stable, juste stable, d'une année sur l'autre, c'est déjà un exploit. Un bon, pourquoi? À cause de ce qu'on appelle le déclin naturel des gisements. Un puits qui est mature, eh bien, il produit mécaniquement un peu moins chaque année. C'est physique. Ah oui, je vois. Donc ça s'épuise naturellement. Exactement. Donc, pour afficher une croissance de 4% au global, alors même qu'une région clé subit des perturbations sévères, il faut que les nouvelles capacités de production soient gargantuesques, en fait. D'accord, mais du coup, ces nouvelles capacités, elles viennent d'où concrètement sur ce trimestre précis? La note détaille très clairement cette bascule. Le relais de croissance, il est pris massivement par les Amériques. Ok. Avec une dynamique très forte au Brésil, notamment grâce au projet Mero 3. Et puis, il y a aussi l'entrée en scène de nouveaux champs gaziers et pétroliers, comme ATAS au Liban et plusieurs gros projets d'envergure en Afrique. Donc, ils ont carrément basculé le poids de leur production sur d'autres continents? C'est ça. Et ce qui est crucial ici, c'est le timing. Parce que ces méga-projets comme Mero 3 au Brésil, ce sont des plateformes offshore ultra complexes dans des eaux très profondes. Ouais, j'imagine le chantier. Ça a nécessité des milliards de dollars d'investissement il y a 5, 7, voire 10 ans. D'accord, donc on est bien d'accord, ce n'est pas une réaction d'urgence à la crise actuelle au Moyen-Orient. Mais du coup, c'est juste un hasard du calendrier que ça tombe pile maintenant. Ah non, ce n'est pas du hasard du tout, c'est de la pure gestion de portefeuille. Comment ça? En fait, une major de l'énergie gère ses projets d'extraction de la même manière qu'un grand fonds d'investissement gère ses actifs financiers. D'accord. On échelonne les mises en production sur plusieurs décennies et on les répartit sur plusieurs continents pour lisser le risque global.
Ok, donc il dilue le risque géographique. Voilà, et aujourd'hui, ces investissements de longue date, ils arrivent à maturité technique. Ils commencent à cracher des millions de barils de free cash flow, c'est-à-dire de flux de trésorerie disponibles, pile au moment où le portefeuille moyen-oriental souffre. Ah ouais. C'est un amortisseur opérationnel redoutable. Si une zone s'éteint ou ralentit un peu, les autres prennent le relais avec une telle force de frappe que ça absorbe le déficit et ça pousse même le volume global vers le haut. C'est fascinant quand on y pense. En fait, c'est le même principe que les immenses serveurs cloud dans la tech. C'est-à-dire? Bah, si un data center en Asie tombe en panne ou subit une coupure à cause d'une tempête, le trafic est instantanément redirigé vers les serveurs en Europe ou aux États-Unis. Du coup, pour l'utilisateur final qui regarde sa série, il n'y a aucune différence. C'est une excellente analogie. Ici, c'est un peu la même chose, mais avec des millions de barils de brut et de gaz. Si le Moyen-Orient tousse, le Brésil et l'Afrique accélèrent pour maintenir l'altitude de tout l'avion. C'est une très bonne façon de le visualiser. Cette redondance géographique, c'est vraiment la clé de voûte de leur stabilité face aux chocs qu'on appelle exogènes. Ok, donc on a bien compris le premier moteur de cette machine, c'est le volume. Et il est en hausse de 4%. Tout à fait. Mais produire plus, ça suffit pas si le marché s'effondre derrière. Or, le deuxième moteur, c'est le prix de vente. Et le rapport indique que le baril de Brent s'est établi en moyenne à 81,10 $ sur ce premier trimestre 2026. C'est un niveau très confortable pour eux. Carrément. C'est une dynamique qui est nettement plus forte que l'année précédente. Donc l'entreprise extrait plus de volume. Et en plus, chaque goutte extraite se vend plus cher sur le marché international. C'est le fameux effet ciseau inversé, tout joue en leur faveur en même temps. Et c'est là qu'on arrive au troisième moteur. Et honnêtement, c'est celui qui a le plus attiré mon attention quand on a préparé cette plongée au cœur des sources. Ah oui, les marges de raffinage. Oui, parce que c'est là qu'on voit vraiment l'effet de levier financier. La note met en évidence la flambée des marges de raffinage en Europe. Les chiffres sont assez impressionnants. On passe d'une marge de 39 $ la tonne à 41,40 $ la tonne en l'espace d'un an à peine. Ouais. Sauf que, sur le papier, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce secteur, une hausse de 2,40 $, ça paraît pas être un séisme, quoi. Ouais. Pourquoi cet indicateur spécifique est-il souligné comme un vecteur de rentabilité massif par les analystes? Parce que dans l'industrie du raffinage, 2,40 $ d'augmentation sur une marge, c'est gigantesque. Gigantesque comment? En fait, le raffinage, c'est typiquement une industrie de gros volume, avec de très forts coûts fixes et des marges qui sont structurellement faibles. Ah, d'accord. Faut s'imaginer qu'une raffinerie, ça coûte une fortune absolue à entretenir, à sécuriser et simplement à faire tourner au quotidien. Ouais, c'est des installations monstrueuses. Voilà. Et une fois que l'entreprise a vendu assez de produits raffinés pour couvrir tous ces immenses coûts fixes, chaque dollar supplémentaire gagné sur ce qu'on appelle le crack spread, Attends, c'est quoi le crack spread? c'est le terme technique pour désigner la différence entre le coût d'achat du pétrole brut et le prix de vente des produits finis comme l'essence ou le kérosène. Ok, la marge brute de transformation en fait. Exactement. Eh bien, chaque dollar supplémentaire sur ce crack spread tombe directement dans la poche de l'entreprise. En gros, c'est de la marge pure, c'est du bénéfice d'exploitation directe. Totalement. C'est de l'EBITDA pur, et on parle de millions de tonnes qui sont traitées chaque trimestre. Ah oui, la multiplication fait que ça devient énorme. C'est ça. Donc, quand la marge passe de 39 à plus de 41 $, sans que l'entreprise n'ait eu besoin de construire de nouvelles usines ou d'embaucher massivement du jour au lendemain, eh bien ça crée un effet multiplicateur énorme sur la rentabilité nette. C'est ce qu'on observe clairement sur ce trimestre. Si on résume cette chaîne de valeur, en fait, c'est le scénario parfait. C'est un alignement d'astres, ouais? Pour reprendre une image plus classique, une image de chaîne d'approvisionnement, c'est comme s'il contrôlait toute la filière, du blé jusqu'au pain qu'on achète à la boulangerie. Vas-y, je t'écoute. Non seulement ils récoltent plus de blé dans leur champ, le volume de production, et non seulement le prix mondial du blé qu'ils vendent a augmenté à 81 $. Le prix du Brent, ouais? Voilà, mais en plus de ça, dans leur propre boulangerie industrielle, ils parviennent à facturer la cuisson de la baguette beaucoup plus cher qu'avant, sans que le four ne leur coûte plus cher à allumer. C'est exactement ça. Ils capturent à la fois l'inflation de la matière première à la base et la prime de transformation à la fin. C'est un combo gagnant. Et c'est cette intégration verticale qui protège l'entreprise, en fait. Comment ça? Eh bien, regarde les acteurs qui ne font qu'extraire. Eux, ils sont à la merci totale des prix du brut. Si ça baisse, ils plongent. Ok. Et à l'inverse, ceux qui ne font que raffiner, ils se font écraser quand le brut est trop cher et qu'ils ne peuvent pas répercuter le coût à la pompe parce que le consommateur ne peut plus payer. Ah oui, ils sont pris en étau.
Voilà. Alors qu'en faisant les deux, et à une échelle mondiale, les vases communicants financiers équilibrent et maximisent systématiquement les profits. Ce qui nous amène à une couche encore plus abstraite, mais apparemment incroyablement lucrative mentionnée dans les résultats. Le trading. Voilà, on a parlé de l'extraction physique des barils, on a parlé des usines de raffinage, mais il y a ce secteur complètement immatériel qui surperforme d'une façon frappante les activités de négoce. C'est souvent la partie émergée de l'iceberg qu'on oublie. Bah oui, parce que quand on regarde les variations du résultat opérationnel net secteur par secteur, l'exploration-production en fait un solide plus 5%. Très bien. Le raffinage dont on vient de parler monte de 5,3%. C'est cohérent. Mais là où c'est fou, c'est que la division marketing et services bondit de 9% et l'integrated power, donc l'électricité, grimpe de 8%. Et la note précise noir sur blanc que le trading d'énergie tire, je cite, pleinement parti de la volatilité des marchés. Et c'est une phrase très lourde de sens. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Parce que d'habitude, pour la plupart des entreprises, la volatilité, c'est le risque absolu. Ça fait peur à tout le monde. Et là, on a l'impression que leurs traders s'en nourrissent au petit déjeuner. C'est l'un des aspects les plus sophistiqués de leur modèle, clairement. C'est-à-dire ? Pour le commun des investisseurs ou pour les acteurs plus petits de l'énergie, la volatilité est effrayante. Ça implique des appels de marge imprévus, des ruptures d'approvisionnement, des risques de faillite même. Bah oui, ça détruit les prévisions. Mais pour une majeure comme Total Energies, qui est extrêmement bien capitalisée, la volatilité devient une matière première à part entière. C'est une opportunité d'arbitrage quasi infinie. Mais comment ça fonctionne concrètement, cet arbitrage sur la volatilité? T'as un exemple? Bien sûr. Prenons l'exemple du GNL, le gaz naturel liquéfié. Ok. C'est un marché qui est devenu mondial et surtout extrêmement nerveux ces dernières années. Imaginons qu'un de leurs navires méthaniers soit en plein milieu de l'océan Atlantique, initialement destiné à livrer le marché européen. D'accord, le navire fait sa route normalement. Voilà. Et soudainement, une vague de froid intense frappe l'Asie. Ou alors, un conflit géopolitique coupe un gazoduc concurrent. Et du coup, les prix spot du gaz à Tokyo explosent littéralement en quelques heures. Ah, Eh bien, parce que l'entreprise contrôle toute la chaîne logistique, elle a le gaz à la source, elle possède ou affrète le navire, et elle a des accès aux terminaux. Les traders de l'entreprise peuvent rédiger ce navire vers l'Asie en temps réel. attends, ils font faire demi-tour à un immense cargo comme ça, juste pour le prix. Absolument. Ils le déroutent pour capturer cette différence de prix astronomique entre l'Europe et l'Asie à cet instant T. C'est fou. En fait, c'est comme s'ils surfaient sur les anomalies du marché en permanence. Ils ne se contentent pas de surfer. Pour filer ta métaphore du surfeur, disons qu'ils possèdent la planche de surf, ils détiennent les droits d'accès privés sur la plage et ils ont leur propre station météo ultra précise. Ah ouais, ils contrôlent tout l'écosystème. C'est ça. Ils exploitent la moindre inefficacité du marché mondial. S'il y a un goulot d'étranglement quelque part dans le monde, ça fait monter les prix locaux. Et grâce à leur flotte et à leurs salles de marché, qui sont connectées 24 heures sur 24, ils sont parmi les très rares acteurs à pouvoir fournir de l'énergie exactement là où elle est la plus chère à un instant donné. Ce qui explique ces bons énormes. Totalement. L'integrated power et le marketing affichent des bons de 8 et 9%, parce que chaque secousse sur les réseaux électriques, chaque tension sur le marché spot de l'énergie, ça se traduit par des marges de trading accrues. Donc en gros, l'incertitude géopolitique n'est plus du tout un obstacle. C'est littéralement monétisé. C'est l'essence même de leur modèle de trading, oui. C'est brillant d'un point de vue purement mécanique. Mais alors, avec une production qui augmente, un baril à plus de 81 $, des marges de raffinage qui gonflent comme on l'a vu, et des traders qui transforment le moindre frisson géopolitique en or massif, ça génère une montagne de liquidités tout ça. Ah oui, une montagne, c'est le mot. La note d'analyse parle d'ailleurs d'une, je cite, forte génération de cash. Et la question évidente qui se pose quand on analyse un bilan comme ça, c'est où va cet argent? Comment une telle entreprise alloue ce capital excédentaire? C'est toujours le nerf de la guerre. L'allocation du capital, c'est la décision la plus importante que doit prendre le conseil d'administration. Et donc, qu'est-ce qu'ils en font? La note d'analyse est très claire sur l'orientation choisie pour 2026. Il y a évidemment le maintien du financement de leurs opérations de base, l'entretien des infrastructures, etc. Normal. Mais ce qui rassure tant les marchés financiers en ce moment, c'est la, je cite, « discipline financière rigoureuse » qui est orientée vers la rémunération des actionnaires. Ah, donc ça va aux investisseurs.
Principalement. On parle de dividendes très élevés qui sont maintenus, mais surtout, et c'est là le point clé, d'un programme de rachat d'actions massif, de plusieurs milliards de dollars. Alors ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment qu'on s'attarde pour ceux qui suivent les marchés, parce que c'est central. Vas-y. Le rachat d'actions, ou le share buyback en anglais, c'est une pratique très courante aujourd'hui, mais ça pose toujours question quant à la stratégie de fond d'une entreprise. C'est vrai que ça fait souvent débat. Bah oui, parce qu'au lieu d'utiliser ces milliards de cash flow libres pour, je sais pas, doubler le budget de recherche et développement sur de nouvelles technologies vertes ou acheter massivement de nouveaux champs d'extraction pour le futur, l'entreprise choisit d'aller sur le marché boursier, d'acheter ses propres titres et de les annuler. Oui, Pourquoi privilégier cette allocation du capital qui paraît, disons, très financière et moins industrielle? c'est une question de rendement ajusté au risque. Il faut en revenir au contexte global dont on parlait au début. L'incertitude. Exactement. Le monde est plongé dans l'incertitude géopolitique et économique. Investir des milliards aujourd'hui dans un tout nouveau méga projet d'extraction, c'est prendre le risque que la réglementation environnementale change dans 3 ans. Ouais, c'est un risque énorme. C'est prendre le risque que les coûts de construction explosent à cause de l'inflation ou que le projet ne devienne rentable que dans 10 ans, sans aucune garantie absolue. Ok, je vois, l'horizon est trop flou. Voilà. À l'inverse, si la direction estime que son action est sous-évaluée par le marché boursier à l'heure actuelle, eh bien, racheter ses propres actions, ça offre un rendement immédiat, garanti et sans aucun risque industriel. Oui, parce que en gros, pour vulgariser, c'est comme une pizza. En réduisant le nombre total d'actions en circulation sur le marché, on augmente mécaniquement le bénéfice par action pour les actionnaires qui restent, vu que le même gâteau est divisé en un plus petit nombre de parts. C'est la métaphore parfaite. Chaque part restante devient plus grosse. Et ça a un effet stabilisateur énorme sur le cours de l'action. Comment ça stabilise-t-il? Dans des marchés nerveux où tout le monde panique, au moindre tweet géopolitique, savoir que l'entreprise elle-même est là, en coulisses, chaque jour, avec des milliards de dollars prêts à racheter ses propres titres dès que le cours passe sous un certain seuil. Ça met un filet de sécurité. Exactement. Ça crée un plancher de sécurité psychologique et financier pour les investisseurs institutionnels. Ah, c'est malin. C'est pour ça que la note d'analyse souligne fortement ce qu'ils appellent l'attractivité de la stratégie actionnariale. Dans un monde instable, offrir un rendement aussi solide et prévisible, c'est l'argument ultime pour attirer les capitaux. Et ça justifie du coup la conclusion extrêmement optimiste de cette fameuse note financière, hein, parce que l'analyste, il prend pas de pincettes. Hein. Ah non, son conseil est très ferme. Le conseil en majuscule, c'est acheter. Le document précise que, sous la barre des 50 €, l'action doit vraiment être considérée comme une valeur de fonds de portefeuille. C'est-à-dire une action qu'on achète, qu'on garde pour sa résilience à long terme. C'est ça. Mais le truc fou, c'est l'objectif de cours. Il est fixé à 90 €. On est sous les 50 et il vise 90. C'est un potentiel d'appréciation qui est massif. Oui, et cet objectif de 90 €, il traduit une vraie conviction. Laquelle? La conviction que le marché sous-estime encore la qualité de cette mécanique de précision dont on vient de parler. Il pense que l'entreprise vaut bien plus. Oui, parce que les analystes regardent le bilan de ce trimestre et ils constatent que, en fait, peu importe d'où vient le vent géopolitique, l'entreprise a les leviers pour le transformer en bénéfice. Ouais, on l'a bien vu avec les différents moteurs. C'est cette qualité de gestion face au chaos qui mérite, selon ces experts, une valorisation bien supérieure aux 50 € actuels. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, On voit un tableau d'ensemble assez impressionnant. bah oui, on a l'image d'une véritable forteresse financière. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas une forteresse statique avec des gros murs immobiles. Non, c'est une machine extrêmement agile. Exactement. Dès qu'un pilier vacille au Moyen-Orient, hop, l'Afrique et le Brésil compensent la charge grâce à des investissements qui ont été décidés il y a 10 ans. L'anticipation. Ensuite, dès que le marché du brut se tend un peu, le secteur de la transformation et du raffinage en Europe prend le relais sur les marges avec ce fameux crack spread. L'effet ciseau. Et enfin, quand le marché global commence à paniquer, à devenir volatile, là, ce sont les équipes de négoce qui entrent en jeu, qui déroutent des navires pour arbitrer et tirer profit des écarts de prix du GNL ou de l'électricité. C'est une mécanique sans faille. Et le pire, enfin le meilleur pour eux, c'est que tout ça irrigue un flux de trésorerie qui finit par racheter les actions de l'entreprise elle-même pour bétonner le cours en bourse et ravir les actionnaires. En termes financiers, c'est la définition parfaite d'un modèle économique intégré et résilient. L'entreprise ne subit pas du tout son environnement macroéconomique. Elles sont nourries.
Elle s'en nourrit allègrement, oui. Mais bon, on est d'accord que tout modèle, aussi parfait soit-il sur le papier, a forcément une faille ou une faiblesse, non? On pourrait le penser, oui. Bah oui, quel pourrait être le point aveugle d'une structure qui est conçue aussi spécifiquement pour monétiser l'incertitude? Eh bien, c'est justement la réflexion la plus stimulante qui émerge quand on pousse cette analyse à son paroxysme. C'est écoute. Si on pousse la logique jusqu'au bout, la plus grande menace pour une machine qui est si parfaitement calibrée pour extraire de la valeur de la volatilité, de l'inflation et des tensions géopolitiques, Ouais. ce n'est pas le chaos. C'est quoi alors? Ironiquement, le plus grand risque pour leur valorisation boursière à long terme, ce serait un monde parfaitement prévisible et pacifique. Attends, comment ça? La paix mondiale ferait chuter leur action? Dans une certaine mesure, oui. Imagine une transition énergétique mondiale qui s'accélérerait de manière hyper harmonieuse. Ok, le rêve écologique absolu. Voilà. Un réseau mondial dominé par des sources d'énergie renouvelables ultra décentralisées qui produisent de l'électricité à un coût marginal proche de zéro. D'accord. Avec une stabilité totale des prix, aucune perturbation logistique sur les océans, pas de goulot d'étranglement et absolument aucune prime de risque géopolitique parce que tout le monde s'entend bien. Un monde parfait, quoi. Dans un tel environnement de paix et de prévisibilité totale des marchés de l'énergie, eh bien les formidables avantages compétitifs de cette majeure, Ah oui, le trading et tout. oui, sa capacité à rediriger des navires en temps réel, à spéculer sur la peur des pénuries et à encaisser des supermarges de raffinage, tout ça perdrait soudainement toute sa valeur. C'est dingue de voir les choses sous cet angle. Leur modèle économique craint l'ennui et la stabilité bien plus que les crises. S'il y a plus de vagues, les meilleurs surfeurs du monde restent assis sur la plage. Ça, c'est une perspective vraiment fascinante pour terminer. La véritable menace pour la valeur de leur action, ce ne serait pas un embargo pétrolier ou un nouveau conflit armé, mais simplement une énergie qui deviendrait plate, abondante et totalement ennuyeuse à trader en fait. C'est le paradoxe ultime de ces géants. C'est clair. C'est une idée qui mérite vraiment d'être gardée en tête pour quiconque suit l'économie mondiale. En tout cas, pour ceux qui suivent ce dossier boursier de près, la note fixe un prochain grand rendez-vous, c'est l'Assemblée générale du 29 mai. Une date à marquer d'une pierre blanche. Il sera très intéressant d'y observer si la direction continue de projeter cette même image d'invulnérabilité face aux crises et surtout si elle confirme cette trajectoire agressive vers ce fameux objectif des 90 euros. Les débats risquent d'être animés. Oh que oui, c'était une exploration vraiment éclairante de la façon dont ces géants manœuvrent en coulisses et transforment le chaos en profit. À très bientôt pour continuer à creuser toutes ces mécaniques économiques de l'ombre.